Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la troisième intervention, nous allons nous intéresser d'un peu plus près à la linguistique et à la sémiotique. Je vais exposer trois petites synthèses. L'une est de Tzvetan Todorov, l'autre est de Charles Sanders Peirce, et enfin nous aurons affaire à Ferdinand de Saussure. En fin de parcours, nous reviendrons sur une approche de la logique ternaire esquissée dans la deuxième intervention. En premier lieu, reprenons les termes que nous avons accumulés et classés et qui, d'après moi, forment un socle à partir duquel des connexions, des circulations, des interactions ont lieu. Donc, pathos, règles, morale, pulsion, nature, force. Puis, logos, loi, logique, cupidité, raison, discours. Enfin, ethos, norme, esthétique, orgueil, histoire, action. La première question consiste à savoir quelle est la fonction du langage. De manière générale, le langage est un médiateur entre chaque individu et le monde qui l'environne. Donc le langage va nous permettre de nous situer dans l'espace et le temps, et ce à l'aide de concepts et de représentations. Le langage va également nous permettre de communiquer autant avec nous-mêmes qu'avec d'autres personnes. Le langage donne un sens aux choses, comme il nomme toutes les choses existantes. Par conséquent, le langage fait partie intégrante du monde humain, d'un monde construit pour et par l'espèce humaine. Nous allons commencer par une remarque de Todorov et Ducrot, tirée du dictionnaire de l'Encyclopédie des langues édité en 1972. Alors je cite, « La rhétorique s'est toujours contentée d'une vue paradigmatique sur les mots, l'un à la place de l'autre, sans chercher à interroger leurs relations syntagmatiques l'un à côté de l'autre. » Fin de citation. Alors un petit tableau est nécessaire afin de comprendre de quoi il retourne. Imaginons une table de salle à manger dressée, donc avec des couteaux, des verres, des assiettes, du pain, etc., etc. Divisons cette table avec une abscisse et une ordonnée, puis essayons de comprendre la vue paradigmatique, donc l'un à la place de l'autre. L'adjectif paradigmatique vient du mot paradigme, qui se réfère lui-même à un modèle sur lequel on s'appuie. Par exemple, et pour notre démonstration, prenons comme paradigme le couteau. Il existe cependant différentes formes de couteaux. Couteau à beurre, couteau à pain, couteau à poisson, etc., etc. De ce point de vue, le couteau est un paradigme au même titre que la racine d'un mot. Le couteau a une fonction, en revanche, il peut avoir différentes formes. Par conséquent, les formes se substituent les unes les autres sans pour autant altérer la fonction du couteau. D'un autre côté, nous avons la vue syntagmatique, l'un à côté de l'autre. Donc une succession d'objets sur la table de la salle à manger dont la nature est explicitement d'engendrer un ensemble cohérent. Effectivement, si je me réfère plus au concept qu'aux représentations, je peux écrire la phrase « Le couteau à beurre est à côté de la corbeille de pain sur la table de la salle à manger ». Le tout va bien entendu participer du sens commun. En revanche, si je remplace la petite cuillère par une clé à molette, il va y avoir au sein de cette succession un dérèglement du sens commun, notamment s'il s'agit de manger un dessert avec une clé à molette. Alors continuons à travailler sur cet aspect un soupçon surréaliste et inspirons-nous d'un groupe qui s'appelle l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle. Ce mouvement d'artistes littérateurs appartient par ailleurs à l'histoire du surréalisme. L'Oulipo fut créé en 1961 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais, mouvement auquel participa par ailleurs Marcel Duchamp et Georges Perec. Alors les propositions du groupe s'appuient sur des jeux et des protocoles, et notamment sur des contraintes. Par exemple, le jeu substantif plus 7 consiste à écrire une phrase comme « Le couteau est posé sur la table », puis il s'agit de remplacer le mot « couteau » en allant chercher dans le dictionnaire 7 substantifs plus bas. Et ainsi, nous obtenons « le couturier est posé sur la table ». Alors, cette petite démonstration a pour objet de vous faire comprendre que le langage, conceptuel ou visuel, mot ou image, concept ou représentation, a explicitement pour but de créer du sens commun sur la base de conventions langagières. Conventions qui indiquent qu'un couturier ou qu'une clé à molette n'ont rien à faire sur une table de salle à manger. Moralité, l'ensemble des combinaisons entre le modèle et la succession
se rapporte à une triangulation ayant pour finalité de produire un ensemble cohérent propre à des conventions communes. Le choix des modèles et de leur succession, ou si vous voulez de leur disposition, sur une table ou au sein même d'une phrase, va déterminer le sens, et notamment le sens commun. Donc pour clore cette petite synthèse avec Todorov, modèle plus succession, voire accumulation-disposition, égale sens commun. Maintenant passons à Charles Sanders Peirce. Alors Charles Sanders Peirce est un homme du 19e siècle. Il est l'inventeur de la sémiotique, ou si vous voulez, de la théorie du sens. Il est aussi le champion de la relation triadique, notamment avec des termes comme la tiercéité ou la trichotomie. Son système est très complexe. Les sous-parties sont nombreuses et s'enchevêtrent les unes les autres. Donc pour notre part, nous allons juste aborder l'étape fondatrice de ces recherches. Alors Peirce, Madame Tiercelin du Collège de France dit plutôt Peirce, évidemment on prononce en anglais Peirce, donc je vais le faire en français. Peirce divise les choses en 3 temps. Représentamen, objet et interprétant. Le représentamen est un signe matériel, donc une image, un mot, une chose, en tout cas quelque chose que l'on perçoit, ce que l'on perçoit. Ensuite, il y a l'objet. Mais ici, l'objet, c'est un objet perçu dans la pensée, tel un concept ou telle une représentation. Disons que le représentamen, qui serait de l'ordre du signe, se fait signification. Enfin, l'interprétant établit une relation entre le représentamen et l'objet. Il en déduit par conséquent son usage, sa fonction, son rôle au sein d'un contexte. Alors, illustrons ces combinaisons. Je vois par exemple un cheval de trait, et ce, soit sous la forme d'une image, soit sous la forme d'un mot, ou comme on dit, je vois le cheval en vrai. Instantanément, je vais saisir le fait que c'est un cheval, qui, en regard de sa corpulence, est en règle générale destiné au labour. Je vais donc faire une interprétation contextuelle et l'inclure dans un ensemble cohérent, et ce, avec un champ, une charrue, et éventuellement la production annuelle de blé si je suis un agriculteur. Bien entendu, tout dépend de l'individu, de la personne ou du sujet qui perçoit le cheval, et ce, en relation à ses connaissances. Toutefois, l'interprétant n'est pas spécifiquement un être humain. Ce pourrait être, par exemple, un article encyclopédique sur le cheval de trait, article qui rassemblerait toutes les relations possibles entre le cheval de trait, le labour, la production annuelle de blé, etc., etc. Alors là encore, nous pourrions faire des comparaisons comme ça avec la logique proposée par Todorov et la logique de Peirce. Par conséquent, il y a un modèle, le cheval et le couteau, dans l'exemple de Todorov, qui s'inscrivent au sein d'un paradigme et d'une perception, on va dire, d'une perception-définition liminaire. Toutefois, la forme, la qualité, la couleur du cheval ou du couteau les renvoient à une succession d'éléments. Donc au cheval de trait et à la charrue, comme au couteau de cuisine sur une planche à découper. Et le tout va représenter un ensemble cohérent et renforcer ou non le sens commun, les conventions langagières, voire une culture commune, etc., etc. Alors maintenant, passons à Ferdinand de Saussure. Saussure emploie à son tour une relation triadique. Donc, d'un côté, on a le signifiant, d'un autre, le signifié, et enfin le référent. Le signifiant est la forme d'un mot prononcé. C'est par conséquent une image acoustique. Cette nuance est importante car il ne s'agit pas de la forme visuelle d'un mot, donc de la police de caractère du mot, il ne s'agit pas de la typographie ou du graphisme. Il s'agit bien de la forme sonore du mot. Ce qui par ailleurs peut provoquer des homophonies, enfin des équivoques sonores. Par exemple, est sorti d'un contexte ou d'une situation, le mot ciseau peut d'un point de vue sonore vouloir dire ciseau. Donc la prononciation d'un mot va provoquer une image acoustique. Le mot cheval, pour reprendre cet exemple,
va instantanément faire surgir dans notre esprit une image de cheval. Mais dans un second temps, et simultanément, il nous renvoie à son concept et à sa définition liminaire, tel un quadrupède avec des sabots et une crinière, etc., etc. Enfin, il y a le référent, donc ce à quoi le signifiant signifié nous renvoie dans la réalité. Il s'agit là de la matérialité du cheval, mais telle que nous la percevons individuellement, et bien entendu en relation à un contexte. Car le cheval que notre mémoire va faire apparaître dans nos petites cervelles a été perçu dans un environnement spécifique, que ce soit dans un haras ou au salon de l'agriculture. Nous retrouvons, à quelques détails près encore, Todorov et Peirce. Toutefois, il y a un débat entre les linguistes concernant le référent, car pour certains, et selon Saussure lui-même, le signifiant signifié renvoie tout simplement au signe. Alors là, nous allons passer encore à une autre étape, une quatrième étape, pour faire la synthèse de Todorov, Peirce et Saussure, dans une certaine mesure, enfin, évidemment, avec tous les risques que ceci comporte. Donc la grande difficulté est de savoir finalement ce qu'est un signe. Ici, il n'est pas inutile de rappeler la définition liminaire du mot signe. Donc, je cite, « Le signe est une chose, un phénomène perceptible ou observable, qui indique la probabilité de l'existence ou de la vérité d'une chose, qui la manifeste, la démontre ou permet de la prévoir. » Fin de citation. Bref, et là, si on pousse un peu plus loin le raisonnement, eh bien, dans les faits, on observe que le signe nous renvoie à la définition kantienne du phénomène. Alors, vous pourrez trouver cette définition dans son fameux livre « La critique de la raison pure ». C'est-à-dire que le phénomène, c'est ce qui nous apparaît, ou ce qui apparaît, sous nos yeux. Et ce qui apparaît sous nos yeux, sous notre nez, dans nos oreilles ou notre bouche, et enfin, lorsque nous touchons quelque chose. Moralité, ce qui apparaît sous nos yeux va systématiquement être médiatisé par le langage et faire signe. Un signe manifeste qu'on interprète selon nos connaissances, nos mœurs, nos traditions, nos cultures, etc., etc. Mais toujours avec l'idée que le signe phénomène, indique la probabilité de l'existence d'une chose. Et pour s'assurer de l'existence d'une chose, nous faisons un retour finalement à la case départ, puisque ce signe, passant par le filtre et la médiation du langage, va produire de la signification, puis produire une synthèse sous la forme d'un symbole. Symbole qui, en définitive, est à la fois image et mot, représentation et concept, mais aussi, alors évidemment, à la fois représentamen et objet pour Peirce, modèle et succession pour Todorov, signifiant, signifié pour Saussure, évidemment. Toutefois, le symbole, à la fois synthèse du signe et de la signification, le symbole, c'est aussi une idée, voire le représentant d'une idéologie. Alors, 2-3 dessins vous indiquent d'emblée le caractère idéologique du symbole. Alors ici, bien entendu, dans cette quatrième petite synthèse, je vous expose ma petite cuisine à partir des 3 auteurs cités. Je ne fais pas un commentaire, j'interprète et je spécule. Il faut être d'accord là-dessus. Alors pour clore cette petite synthèse, disons que les linguistes, les sémioticiens, voire les sémiologues, qui spéculent sur la formation du sens comme sur la formation du langage, nous indiquent aussi de quelle manière les sens, donc ce que l'on perçoit, les 5 sens finalement, comme le sens, et ce en termes de signification et de médiation, donc là on est dans le discours, et enfin le sens en termes de direction, en termes d'orientation ou de trajectoire, vont induire des conduites, des comportements, des façons de penser, des manières de concevoir ou de représenter. Donc, ils vont élaborer ou instruire une politique économique, sociale ou culturelle en regard, évidemment, toujours de cet incroyable médiateur qu'est le langage, et sans qui l'espèce humaine n'existerait pas.
Alors j'aimerais ajouter une dernière remarque concernant le lien qui existe entre les représentations et les concepts. Donc sur la différence entre la polysémie des représentations d'un côté et les systèmes de langue de l'autre. Alors ce que je veux dire, c'est que nous sommes passés de représentations formelles très riches et diversifiées en termes d'expression à un système de signes qui n'est pas moins riche, mais qui, sans aucun doute, est beaucoup plus abstrait. Alors, et ce, évidemment, sans omettre de souligner, de surligner qu'hier comme aujourd'hui, les deux, concept et représentation, se nourrissent et s'enrichissent l'un l'autre. Alors prenons un exemple concernant l'histoire qui retrace la relation fondamentale entre l'image et le mot. Le hiéroglyphe du bœuf s'est progressivement transformé en symbole avec l'aleph qui a été simplifié au cours de l'histoire pour devenir la lettre A. Donc c'est la raison pour laquelle, et malgré les distinctions, les divisions, les séparations entre les images et les mots, eh bien considérons, et comme nous l'avons vu d'ailleurs avec nos trois auteurs, que représentation et concept ne font qu'un, ils sont inséparables. Maintenant, nous allons passer à une autre étape. Mais toutefois, avant de poursuivre mes petites pérégrinations, il est important de comprendre que les trois démonstrations précédentes participent manifestement du logos, donc du discours ou de la raison qui tente de cerner des réalités propres à la condition humaine. Ce sont pour ainsi dire des échos de la logique ternaire. Et cette étape, en outre, avait pour objet de vous donner évidemment un minuscule aperçu des recherches effectuées sur le langage. Et d'un autre côté, elle me permet d'opérer des réductions et finalement d'exposer mes propres spéculations. Donc je passe à un dernier petit tableau et je vais reconditionner ce que nous venons de voir en reprenant mes préoccupations autour de la logique ternaire, donc englobant les sciences humaines, les sciences appliquées, les sciences fondamentales, mais englobant aussi la raison, l'histoire et la nature, comme englobant le discours, l'action et la force. Alors nous allons procéder par étapes et à notre tour engendrer du sens. Comme nous l'avons tout juste exposé, le signe et la signification renvoient au symbole. Symbole qui participe pour moi à la fois de l'idéologie et du pouvoir et qui dialectiquement cristallise le corps et la puissance. Alors je vais établir une grille de lecture qui pour moi me paraît cohérente et qui participe comme ça de spéculations autour de la logique ternaire. Toujours dans l'idée d'opérer des synthèses, continuons à disposer des éléments. Donc, comme nous en avons parlé, il y a aussi la représentation et le concept qui, à leur tour, engendrent des réalités ou des matérialités mondaines. Et nous finalisons avec les forces qui animent la planète, donc avec la nature et le vivant. Puis on continue avec des actions comme représenter et concevoir. Dans le même registre, on poursuit avec le verbe réaliser. Alors, en termes d'action, le verbe réaliser nous renvoie autant à révéler, engendrer, créer et bien entendu faire. Et ici, les forces correspondantes sont pour moi le mouvement et le réel. Puis image et mots, qui renvoient à la triangulation classique, pour ne pas dire scolastique, donc qui renvoie à la chose. Chose à la fois concrète, matérielle, mais aussi abstraite. Là encore, j'ai essayé de trouver des termes adéquats en termes de force, donc je pose l'énergie et la matière. Enfin, le visuel et le conceptuel. Alors ces deux termes sont un peu maladroits, mais ils sont importants pour qualifier le contexte. Le contexte se référant à une situation, à un lieu comme à une circonstance, qui dépendent de forces comme l'espace et le temps. Alors maintenant, dernier temps, nous avons esquissé quelques principes concernant une logique du discours avec les trois auteurs précédents. Et maintenant, passons justement à la force, sachant évidemment que l'action incarne le résultat, quelque part, du discours et de la force. Alors nous mettons l'action pour le moment de côté. Objectivement, et selon les sciences fondamentales, il existe 4 forces originelles.
L'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire faible et l'interaction gravitationnelle. De ce point de vue, notre espèce dépend des rapports de force qu'entretiennent les interactions élémentaires. Mais notre espèce est également conditionnée par les rapports de force. Par exemple, la pesanteur retient nos corps sur la terre ferme. Toutefois, notre masse musculaire lutte et déploie une force nous permettant de marcher, courir, sauter, etc. Bref, notre corps soumis à la gravité est en interaction avec la force gravitationnelle. Et il en est de même pour notre squelette, nos organes, nos cellules, notre épiderme. Lorsqu'un virus s'introduit dans le corps humain, celui-ci lutte et instaure un rapport de force en engendrant des anticorps. Ainsi, toute l'espèce est traversée par ces forces élémentaires. Chacun d'entre nous est énergie et matière. Aucun d'entre nous n'échappe à la permanence du mouvement. Tous les individus sont soumis à l'espace et au temps, etc., etc. Moralité, les interactions élémentaires engendrent des rapports de force ayant pour finalité de maintenir un équilibre, et ce de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il reste que parfois, au sein de cet équilibre produit par les rapports de force, il y a des ruptures, des impacts qui engendrent par exemple des explosions d'étoiles, comme les supernovas. Cependant, et pour les êtres humains, l'impact ou la rupture se conçoit et se représente comme violence. Et en tant que prédateurs d'exception, nous sommes par ailleurs les champions de la violence. Du match de boxe à la fission nucléaire, de l'emploi d'armes chimiques, de la destruction de 60% de la faune sauvage en 40 ans, de génocides à coups de machette, de féminicides partout dans le monde, etc., etc. Bref, notre espèce est intrinsèquement soumise au rapport de force à tous les niveaux comme aliénée par la pulsion sexuelle et morbide, et ce de manière catégorique et sans exception. De ce point de vue, il est fort probable que la cupidité et l'orgueil soient pleinement issus des pulsions prédatrices qui d'un côté sont sexuelles et de l'autre sont meurtrières. Comme j'essaie de le démontrer depuis le début de ces interventions, la cupidité a certainement quelque chose à voir avec l'argent, mais aussi avec le sexe. L'accumulation d'argent ayant pour fonction finalement de combler l'impuissance. Et l'orgueil ayant certainement quelque chose à voir avec la mort et le pouvoir. L'exercice du pouvoir ayant pour fonction de transcender, ou si vous voulez, de sublimer la mort. Alors, évidemment, les sciences fondamentales et les sciences humaines nous informent certes plus précisément sur cet état des choses. Il reste que, historiquement, la raison humaine, enchevêtrée à l'histoire humaine, n'a pas cessé de nous renseigner sur la nature humaine. D'où la mise en place, alors consciente ou inconsciente, de cadres et de stratégies politiques, économiques, sociales, culturelles, religieuses, ayant pour finalité de maintenir la plèbe, le peuple ou les populations en état de soumission ou d'oppression, tout en profitant de sa force, et notamment de son extraordinaire force de travail. Sachant qu'aujourd'hui, évidemment, nous sommes parvenus à une extrême limite concernant l'exploitation de la force et de la nature humaine comme de la nature tout court. Alors ce qui m'intéresse avec la logique ternaire, et qui n'a pour but que de fournir une grille de lecture générale, en tout cas, cette logique pourrait néanmoins nous donner des indications sur l'usage du langage et sur son rôle de subordonné de la puissance de prédation, au sens où le langage aurait pour fonction de, évidemment, recadrer les pulsions prédatrices, et ce par le biais des lois, des normes et des règles, mais d'un autre côté, ce même langage que notre corps incarne au sein de la parole et des comportements, ce même langage poursuivrait ou s'accommoderait des appétits propres à la pulsion sexuelle et morbide, ou propres à l'orgueil et à la reconnaissance, comme propres au désir égoïste et cupide. Donc ce qui motive mes petites recherches, c'est finalement la mise en perspective d'un imaginaire symptomatique, ou si vous voulez récurrent, et propre à l'espèce humaine. L'idée étant que ce symptôme, ou que cette répétition propre à l'imaginaire humain, n'est pas dénuée de logique.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous travaillerons avec quelques auteurs célèbres qui, manifestement, s'appuient sur la logique ternaire.